qu'est-ce que c'est que la pensée? Qu'est-ce qui parle de la pensée en profondeur et qu'est-ce qu'on a tendance à dire à son sujet qui la déforme? Pour comprendre la pensée, il faut partir du mot « penser » et à partir de là, tirer le fil. La pensée, ce sont d'abord les pensées que j'ai à l'intérieur de moi-même et qui s'expriment sous la forme des images et des réactions. 95% de nos pensées sont des réactions liées à des impressions et des images. Qu'est-ce que tu penses quand on me pose cette question? Ça veut dire quel est l'effet que te fait telle sensation, telle image, telle parole? Comment réagis-tu? Bien évidemment, ce n'est pas la pensée en profondeur. C'est pour ça qu'on parle des pensées au pluriel. Et ces pensées produisent souvent le brouhaha de la pensée. Les orientaux parlent du brouhaha du mental. Ensuite, la deuxième pensée est la réflexion. Je reviens sur les images qui sont les miennes et j'essaye de les structurer en une représentation du monde qui correspond à ce qui fait sens pour moi et à ce qui est utile pour moi. Là, nous avons déjà une forme de pensée plus réfléchie. Mais cette forme de pensée plus réfléchie ne va pas encore dans les profondeurs de la pensée. La profondeur de la pensée, c'est ce qui se passe quand je pense, c'est-à-dire je suis vraiment présent à ce que je pense sous la forme de la conscience. Et là, nous comprenons ce que veut dire penser. Penser ne veut pas simplement nous dire réagir, ça ne veut pas simplement dire réfléchir. Ça veut dire essayer de devenir présent à ce que l'on vit, à ce que l'on est, pour avoir une véritable conscience. Et c'est là qu'intervient la pensée d'une manière profonde à l'intérieur de notre actualité et de notre vie quotidienne. Est-ce que nous sommes vraiment présents à ce que nous faisons? Les expériences de présence sont des expériences fortes. Quand on commet une faute, on s'aperçoit qu'à la base, il y a toujours un manque de pensée, un manque de conscience. Devant des transgressions très graves, les juges demandent aux personnes qu'ils interrogent, mais est-ce que vous avez conscience de ce que vous avez fait? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Mais l'expérience de la conscience peut être également une expérience positive, c'est-à-dire que tout d'un coup, devant l'expérience de la beauté, mais tout d'un coup, je me mets à être présent à ce que je vis et je vis une expérience d'ouverture intérieure par rapport à ce qui existe, c'est-à-dire la beauté va faire de moi un être conscient, un être qui pense. Et puis ensuite, il y a ce qu'on peut appeler le suprême degré de la pensée qui se passe avec la méditation. La méditation, c'est ce qui nous fait rentrer dans les profondeurs de la réalité pour découvrir la réalité de la réalité que les philosophes appellent l'être et qui se caractérise à travers l'existence qui est, moi quand je suis, le monde quand il est. C'est-à-dire c'est quelque chose qui existe vraiment et qui permet d'exprimer ce qu'on peut appeler la réalité fondamentale ou absolue qui embrasse toute chose. Là, nous atteignons un niveau tellement profond de l'existence que nous avons besoin de temps pour méditer, pour assimiler. Nous avons besoin de temps également parce que nous avons du plaisir, un plaisir infini à penser en nous ces pensées qui se pensent toutes seules en profondeur et qui nous habitent. Et là, nous sommes dans le registre de la méditation qui permet de donner raison à Pascal lorsque celui-ci dit « toute la dignité de l'homme se trouve dans la pensée ». Toute la dignité de l'homme se trouve dans la pensée, ça veut dire que la dignité de l'homme consiste à se rendre compte qu'il y a quelque chose d'immense à l'intérieur de l'existence et que nous sommes petits par rapport à cela. Alors,
par rapport à ce niveau de profondeur que nous trouvons dans la pensée, eh bien, il faut apercevoir les obstacles. Bachelard parlait des obstacles épistémologiques. On peut parler des obstacles philosophiques qui nous empêchent de penser. Qu'est-ce qui nous empêche de penser? Fondamentalement, c'est le conformisme intellectuel. C'est-à-dire que nous avons tous des réflexes qui sont des réflexes sociaux et sociétaux qui consistent à se regrouper dans une communauté pour se tenir chaud à l'intérieur de la communauté et de penser comme la communauté pense. Cet espace communautaire, il est transidéologique au sens où il n'est ni de droite, ni de gauche, ni conservateur, ni progressiste. Nous apercevons que, ni croyant, ni athée, nous apercevons que tout le monde peut être à un moment saisi par le conformisme intellectuel et répéter ce que la tribu dit. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler l'idéologie. L'idéologie, c'est ce qui se passe quand à un moment on répète la doctrine officielle au niveau politique qui dirige mentalement les opinions et l'opinion publique. Et là, nous avons affaire à ce qu'on peut appeler non pas l'idée, mais je dirais une politisation des idées qui va dans le sens, je dirais, de l'ordre établi. Alors, il n'est pas toujours mauvais d'aller dans le sens de l'ordre établi, mais parfois, on sent qu'on est en train de répéter une leçon que l'on a entendue et qui nous place cette fois-ci dans un conformisme non pas social, mais un conformisme politique par rapport à ce qui s'est dit officiellement. Les pouvoirs politiques secrètent tous une idéologie, mais on n'est pas obligé de s'y conformer. Ensuite, nous apercevons qu'il y a un détournement de la pensée. Le détournement de la pensée, il se fait par la propagande. Et la caractéristique de la propagande, c'est de s'emparer de la pensée d'une manière inconsciente afin de la faire penser comme on veut. La publicité fait de la propagande publicitaire, elle vise à aller dans notre inconscient pour générer des réflexes qui vont nous faire acheter. Il n'y a pas que la propagande qui agit ainsi au niveau publicitaire, on s'aperçoit que la propagande, elle existe au niveau politique, mais elle existe à un moment partout, c'est-à-dire tout le monde a tendance à faire de la propagande et à utiliser des ressorts inconscients de la pensée et du langage pour pouvoir nous faire penser. Et ensuite, nous apercevons qu'il y a des dispositifs parfois de censure et d'autocensure qui s'emparent de la pensée et qui à un moment, je dirais, trucident celle-ci. Et là, ce sont des choses extrêmement graves qui se passent au niveau politique, au niveau idéologique, lorsque, à un moment, des pouvoirs, qui ne sont pas forcément des pouvoirs politiques, mais qui sont des pouvoirs qui peuvent être spirituels ou moraux, s'emparent de la pensée, et ils s'emparent de la pensée de telle manière qu'on s'interdit de penser certaines choses parce que ça ne va pas dans le sens du courant dominant. Comment faire pour dépasser les obstacles de la pensée? Il y a trois choses qu'il faut faire pour pouvoir demeurer dans la pensée, la profondeur de la pensée. Premièrement, c'est travailler. La pensée, c'est un travail. Travailler, ça veut dire prendre le temps de revenir à l'intérieur de ce que l'on dit pour pouvoir vraiment comprendre ce que l'on dit. C'est ce que disait Socrate. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Ensuite, il y a un combat. À savoir qu'autour de nous, il y a des images qui sont séduisantes ou intimidantes et qui ont tendance à penser pour nous. Et penser consiste à un moment, eh bien un petit peu comme Hercule avec la Méduse, à couper les têtes obsessionnelles de ces pensées qui sont à l'intérieur de nous pour nous débarrasser de ce qui nous séduit ou de ce qui nous intimide. Et enfin, l'expérience de la pensée réside dans la vigilance, c'est-à-dire la capacité d'attention en toute chose, à tout être et à toute vie. Si nous pouvons devenir des êtres attentifs et rendre le monde attentif, nous nous ferons du bien et nous en ferons aux autres.